Au sommaire cette semaine, un nouvel avion supersonique, un second pouce opposable et pour finir, un rover chinois sur Mars. Voici En route vers le futur, numéro 30. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9 h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Depuis le dernier vol du Concorde en 2003, il n'y a pas une année où un nouveau projet d'avion supersonique n'est pas d'actualité. Alors déjà, c'est quoi un supersonique? Commençons par la base. Un avion supersonique est un avion qui peut voler à une vitesse supérieure à la vitesse du son, soit environ 1200 km/h, 340 mètres en une seconde. C'est ce qu'on appelle Mach 1. Pour se donner une idée, à cette vitesse, il ne faut que 44 minutes pour traverser toute la France, de Dunkerque à Biarritz. Quand je pense qu'il fallait 7 heures pour faire Nantes-Bordeaux par les petites routes quand je partais en vacances avec mes parents en 1980, certes, il fallait compter les arrêts pipi et le repas du midi. Nous pourrions comparer la vitesse du son, 340 km/s, face à la vitesse de la lumière, qui elle est de 300 000 km/s. C'est cette différence qui explique pourquoi nous percevons le bruit du tonnerre quelques secondes après avoir vu l'éclair lors d'un orage. À 300 000 km/s, la lumière arrive presque instantanément à nos yeux, alors qu'il vous faudra 3 secondes pour entendre le tonnerre si l'orage se trouve à 1 km. C'est en octobre 1947, soit seulement 10 ans avant que le premier humain soit allé dans l'espace, que Charles Yeager, alias Chuck Yeager, passe le mur du son à bord de l'avion expérimental Bell X-1. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire officielle, car il semblerait qu'un pilote allemand, Hans-Guido Muttke, l'ait déjà dépassé de façon accidentelle à bord d'un avion de combat Messerschmitt Me-262 en avril 1945 lors d'un piqué. Mais même si le pilote a toujours défendu son témoignage, aucun relevé n'a pu le prouver. Et le constructeur même de l'avion pense que son appareil n'était pas capable d'atteindre cette vitesse en piqué. Un mur du son? On parle de mur, car pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux avions se sont approchés de cette vitesse et ont senti leur avion avoir des secousses de plus en plus importantes. On a même cru que le mur du son était simplement infranchissable, surtout que quelques avions se sont désintégrés face aux secousses en approchant la vitesse fatidique. Pourquoi ce phénomène? En volant moins vite que Mach 1, le bruit émis par l'avion, notamment par les moteurs, se propage sous la forme d'ondes sonores autour de l'avion, comme des vaguelettes autour d'une pierre qui tombe dans l'eau. En s'approchant de Mach 1, les ondes sonores à l'avant de l'appareil se resserrent et celles à l'arrière s'éloignent. Cela finit par former un cône d'ondes invisible autour de l'appareil, le cône de Mach. Cela signifie que devant l'avion, on n'entend pas l'avion arriver puisque l'avion va aussi vite que le son qui est émis. Par contre, cela produit une onde de choc qui suit l'appareil et qui donne le fameux bang des avions supersoniques. Quand on l'entend, cela signifie que l'avion vient tout juste de dépasser le mur du son? Pas tout à fait. Cette onde de choc suit l'avion à la manière d'une vague produite par un bateau. Et lorsque cette vague vous atteint, vous entendez le bang même si l'avion vole à plus de Mach 1 depuis une demi-heure. Pour la petite anecdote, si le temps est humide, un halo de condensation très caractéristique peut se former autour de ce qui produit le plus de bruit, c'est-à-dire le moteur. Et pourquoi les avions sont instables aussi approchant? Simplement parce que tout l'avion ne dépasse pas le mur du son en même temps. Et cela va donc produire de petites ondes de choc à des cadences différentes sur chaque partie de l'avion, principalement en fonction de sa température, ce qui peut produire une désintégration de l'appareil si celui-ci n'est pas étudié pour ses vitesses. Une fois le mur du son dépassé, on entend encore quelque chose dans l'avion? Oui, à l'intérieur du cône de Mach, on entend les bruits tout à fait normalement, la vitesse du son étant relative à l'objet qu'il émet. Mais si une personne se trouvait en dehors du cône de Mach de l'avion, il entendrait un silence complet, même s'il est à seulement 2 mètres de lui. Peut-on aller au-delà de Mach 1? Oui, bien au-delà,
L'avion espion américain SR-71 Blackbird a fait le voyage New York-Londres en 1974 en 1 heure et 54 minutes à une vitesse de 2906 km/h, soit Mach 2,4. Mais son record fut de 3529 km/h en 1976, soit presque Mach 3, en passant par les hautes couches de l'atmosphère afin d'y être moins freiné. Dès 1967, l'avion-fusée expérimental North American X-15 a atteint 7273 km/h, soit Mach 6. Mais il ne rentre plus vraiment dans les records de l'aviation, car ce type d'engin est plus proche d'une fusée que d'un avion. Certains pilotes sont même considérés comme des astronautes, car ils ont dépassé la limite de Kármán, symbolisant la limite avec l'espace, en 1963. Et à cette altitude, le mur du son ne veut plus rien dire, car le son a besoin d'air, ou du moins d'une atmosphère, pour se propager. Et les avions de ligne? Malheureusement, il est très difficile de concevoir un avion civil destiné au transport de passagers pouvant dépasser la vitesse du son. C'est pourquoi aucun avion de ligne actuel ne vole au-dessus de 900-915 km/h, à quelques exceptions près quand celui-ci est porté par un flux d'air. Mais il y a quand même une exception, née dans les années 50. Deux sociétés, l'une anglaise, Bristol, travaillaient sur un projet d'avion de ligne supersonique, le Bristol Type 223, pouvant atteindre 2200 km/h, soit Mach 2. L'autre société, française, Sud Aviation, travaillait sur un concept équivalent, le Super Caravelle. Ayant un projet suffisamment proche, les deux entreprises ont préféré travailler ensemble en 1962 sur un projet commun qu'ils ont appelé Concorde pour signifier l'entente cordiale entre les deux nations sur ce projet. L'avion avait une forme d'aile en delta afin de pouvoir voler à la fois en vitesse subsonique, c'est-à-dire en dessous de la vitesse du son, et à la fois en vitesse supersonique, au-dessus de la vitesse du son. Le nez de l'avion était orientable afin de permettre à l'avion d'être bien parallèle au sens de l'air à haute vitesse et à baisser lorsque l'avion se cabrait comme un canard pour décoller ou atterrir. Les pilotes avaient ainsi un meilleur angle de vue lors de cette phase très délicate. Il était conçu pour transporter jusqu'à 128 passagers. Le Concorde a décollé pour la première fois le 2 mars 1969 depuis Toulouse-Blagnac. Mais c'est au mois d'octobre qu'il franchit le mur du son pour la première fois et en novembre 1970 qu'il atteint Mach 2. Le Concorde a dû bien se vendre. Malheureusement, les coûts de développement et le coût du kérosène à embarquer pour chaque vol a freiné les compagnies aériennes dans leurs achats. De plus, le Concorde produisait un son très fort et le bang pouvait déranger les populations le long des couloirs aériens. Les Américains ont donc interdit les vols supersoniques du Concorde au-dessus de leur territoire en utilisant ce prétexte, tout à fait recevable. Mais cela permettait également que le Concorde n'entre pas en concurrence avec les avions civils américains de Boeing, qui accusaient d'un grand retard technique à ce moment-là. Cette interdiction tua d'ailleurs dans l'œuf le projet américain de produire un concurrent au Concorde, le Boeing 2707, qui tirait son nom de la vitesse théorique maximum, Mach 2,7, soit 2900 km/h. Il aurait pu transporter 277 passagers, soit 2 fois plus que le Concorde. À cause de ces bruits, le Concorde ne put fonctionner que sur des vols transatlantiques, au-dessus de l'océan, où les bangs ne gênaient plus grand monde. Ce ne seront finalement que 20 exemplaires qui seront construits et seulement 12 seront commercialisés aux compagnies British Airways et Air France. Il fut exploité entre janvier 1973 et novembre 2003. Il pouvait relier Paris à New York en 3h30, soit près de 2 fois et demi plus rapidement qu'aujourd'hui. Avec le décalage horaire, nous arrivions à New York avant l'heure de départ à Paris. Par comparaison, un vol Paris-New York actuel est d'environ 8h30. En juillet 2000, un accident fut provoqué par un débris laissé par un avion précédent sur la piste. Le Concorde qui suivait, en phase de décollage à Paris-Charles de Gaulle, s'écrasa sur un hôtel un petit peu plus loin. Il n'y eut aucun survivant, ni dans l'avion, ni dans l'hôtel. Avec cet accident, plus un matériel vieillissant et très consommateur en kérosène, le Concorde fit son dernier vol le 26 novembre 2003. Il n'y eut, depuis ce jour-là, plus aucun vol d'avion supersonique civil. Durant les années 60, il y avait 2 autres projets d'avions supersoniques pour le transport de personnes civiles. Il y avait le Boeing 2707 et le Tupolev 144. Le Boeing 2707 sera abandonné pour cause de course à la Lune et de complexité. Bref, les Américains n'avaient pas assez d'argent pour se l'offrir.
Lorsque Khrouchtchev apprend l'existence du projet franco-britannique Concorde, il veut aussi, lui, son propre supersonique pour le transport de passagers, pour la gloire de la mère patrie. Et donc, une sombre histoire d'espionnage naît, et effectivement, il y a bien eu des histoires d'espionnage, notamment plusieurs personnes ont été arrêtées dans ce cadre-là. Problème pour les soviétiques, ils ne disposaient pas de toutes les technologies nécessaires pour développer ce type d'appareil. En lieu et place des réacteurs Rolls-Royce du Concorde, ce sont des réacteurs antédiluviens qui sont utilisés dans le Tupolev 144. La machinerie est globalement vieillotte, on peut même parler de bricolage. Mais ce qui se passe, c'est que les bricolages soviétiques, en général, ça fonctionne. De fait, si le Concorde a effectué son premier vol le 1er mars 1969, si je dis pas de bêtises, eh bien ça faisait déjà 2 mois que le Tupolev 144, lui, se promenait dans les airs. Même Aeroflot, son fabricant, avait lancé la construction de 8 appareils pour des vols commerciaux. Rapidement, c'est la débandade dans le clan franco-britannique. On se rend compte que le Tupolev 144, surnommé Concordski affectueusement par la presse occidentale, donc copie du Concorde en fait, en gros, mais il est plus grand et plus rapide que notre Concorde avant même que le Concorde ait effectué son premier vol. On arrive en 1973 au Salon du Bourget, et qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté le Concorde et d'un côté le Tupolev 144 Concordski, si vous préférez. Et les deux avions, durant 2 jours, font des démonstrations pour montrer leur supériorité, à quel point ils sont mieux les uns que les autres. Et puis, en fait, le pilote du Concordski, du Tupolev 144, effectue une erreur et l'avion se crache devant le public et fait 14 morts, équipage et personnes au sol inclus. Par bien des aspects, le Tupolev 144 était supérieur au Concorde. Il faut quand même noter que son entretien avait un coût faramineux. Il consommait 2 fois plus que le Concorde, ce qui faisait de lui un appareil incapable d'être transatlantique. C'était un gouffre financier incroyable. Ses technologies étaient obsolètes. Il était difficile à piloter. La fiabilité, n'en parlons même pas, il était plus souvent en panne qu'en vol. Et aussi, petit inconvénient, c'était le confort, mais le confort parce qu'on ne s'entendait pas parler à l'intérieur de l'appareil tellement il était bruyant. Finalement, un second crash aura lieu et de mettre fin à la carrière du Tupolev 144. Mais le Concorde n'était pas seul et il avait un rival qui, malgré ses défauts, faisait que le Concorde devait compter sur lui. Merci Fabien pour ta participation. Fabien Rimbaud est l'auteur de l'excellente série de romans de science-fiction Les Odysséens, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je reprends donc, depuis 2003, aucun supersonique civil n'a repris la place laissée vacante par le Concorde. Tous les ans, ou presque depuis la fin des années 80, de nombreuses sociétés ont proposé des concepts de nouveaux supersoniques, mais aucun n'est allé jusqu'au bout. L'entreprise française Aérospatiale avait développé dès la seconde moitié des années 1980 2 projets de supersoniques civils. L'AGV, pour avion à grande vitesse, pouvait voler à Mach 5, et l'ATSF, qui avait également comme nom de code Alliance, en référence au choix du nom de Concorde, puisque le projet était de nouveau en commun avec les Britanniques de British Aerospace. On l'appelait également Super Concorde. Long de 88 mètres, il aurait pu faire voler 250 passagers jusqu'à Mach 2,4, tout en consommant 30% de kérosène en moins. Ce projet fut mis en pause avec le développement de l'Airbus A380, l'avion de ligne le plus gros actuellement existant. Plus récemment, entre 2005 et 2009, un projet de recherche européen, le ISAC, a étudié un concept de supersonique civil pour 8 passagers. Mais ce projet fut annulé car les critères environnementaux n'étaient pas respectés dans la fourchette de prix demandée. Depuis 2004, la société américaine Aerion développait un avion supersonique pour 12 passagers, capable de limiter, voire annuler, le bang du mur du son, tout en utilisant des biocarburants. Il devait voler à Mach 1,4 sur 8800 km. L'an dernier, l'entreprise avait annoncé la construction d'une usine en Floride pour fabriquer ce supersonique AS-2. Un carnet de commandes de 11 milliards de dollars pour 93 avions était même déjà promis. Il était déjà envisagé un AS-3 pouvant emporter 50 passagers à Mach 4 avant la fin des années 2020. Mais la crise économique due à la pandémie a eu raison de leur projet et l'entreprise a jeté l'éponge. Nous pourrions citer également le projet Icon 2 de Boeing, le TU-444 de Tupolev, le Spike S-512 de Spike Aerospace
ou le Gulfstream X-54 de Gulfstream Aerospace. Tous ces projets sont soit endormis, soit bel et bien enterrés. Alors c'est fini? Il n'y en aura plus jamais? Déjà, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que tout nouveau projet de supersonique doit jongler entre deux paramètres. L'un est économique, si le prix d'un avion et surtout le prix du siège pour un passager est élevé, cela restera cantonné à des privilégiés et le marché risque d'être un peu trop petit pour être rentable. L'autre paramètre est environnemental. Un avion qui consomme autant que le Concorde ne serait même plus utilisable avec les normes actuelles. Et ces normes vont devenir de plus en plus drastiques au fil des années qui arrivent. Concilier un avion propre tout en ayant un public large semble plutôt compromis avec les technologies actuelles. Je sens qu'il y a un mais. Et effectivement, tu me connais bien. Deux projets semblent encore prometteurs. Mais pour combien de temps? Il y a tout d'abord Virgin Galactic, la filiale de Virgin dédiée au tourisme spatial. Fondée en 2004 et après une mise au point laborieuse, sa petite navette spatiale Spaceship s'apprête enfin à envoyer ses premiers touristes aux frontières de l'espace dans les prochains mois. Virgin Galactic a annoncé récemment qu'elle travaillait sur un nouveau challenge en bénéficiant de la recherche déployée dans son programme Spaceship. Il s'agit d'un avion supersonique plutôt orienté classe affaires pour de 9 à 19 passagers suivant le niveau de luxe de l'appareil. Nous imaginons aisément quels paramètres Virgin Galactic a choisi d'utiliser pour son projet. Il serait capable de décoller et atterrir depuis n'importe quel aéroport classique. Il volerait à Mach 3 à 18 300 mètres d'altitude, soit 2 fois plus haut que les avions de ligne classiques. À cette vitesse, il joindrait New York à Paris en 1h30. L'entreprise a annoncé travailler sur son empreinte carbone et l'avion devrait utiliser un carburant durable de pointe. Quant aux nuisances sonores, Virgin Galactic va s'appuyer sur les travaux menés conjointement entre la NASA et Lockheed Martin pour développer un prototype qui ne produit pas de banque supersonique, l'avion expérimental X-59 Quest. Le moteur sera fourni par Rolls-Royce. Il ne faut pas s'attendre à voir un tel engin se commercialiser avant une dizaine d'années. L'autre projet provient de l'entreprise Boom Supersonic, créée par un ancien d'Amazon en 2014. Elle a déjà mis au point un supersonique de démonstration, le Boom XB-1, qu'elle a présenté en octobre 2020 à Denver. Long de 21 mètres, cet avion ne transportera que son pilote à une vitesse de Mach 2,2. Tout comme pour Virgin Galactic, c'est Rolls-Royce qui a fourni les moteurs. Ce prototype devrait faire ses premiers vols d'essai à la fin de l'année 2021. Si tout se passe bien, les retours sur ces essais enclencheront la suite du programme, une nouvelle phase de développement pour le véritable projet de l'entreprise, le Supersonic Overture. Celui-ci espère reprendre le principe du Concorde tout en le modernisant avec les technologies actuelles. Il reprendra un design proche du prototype XB-1, mais multipliera les dimensions par 3, soit 60 mètres de manière à loger entre 65 et 88 passagers pour un vol à Mach 1,9, soit 2300 km/h. Paris ne serait plus qu'à 3h15 de vol de New York. Une première usine pourrait être construite en 2022 et un premier avion Overture pourrait en sortir dès l'année suivante pour commencer les essais. L'Overture pourrait être commercialisée pour 200 millions de dollars l'unité à la fin de la décennie. Le constructeur pense que les premières années, le prix du billet pourrait égaler celui des classes affaires actuelles. Puis, après 2 ou 3 générations de l'avion, ce même billet pourrait descendre à 100 $, finalement bien moins qu'un billet transatlantique d'aujourd'hui. Ce sont déjà une trentaine de précommandes d'Overture, soit 6 milliards de dollars qui ont été enregistrés. Oui, mais et l'environnement? D'après Blake Scholl, PDG de Boom Supersonic, son avion serait totalement neutre en carbone. Le carbone rejeté ne serait pas plus important que le carbone extérieur aspiré par le moteur. Les moteurs utiliseraient un nouveau carburant alternatif de nouvelle génération, en espérant que ces deux projets ne soient pas rattrapés par des réalités économiques ou techniques et que ce soit encore une fois des projets en l'air. Nos mains sont constituées de 5 doigts chacune, dont un pouce opposable. Cette caractéristique que nous partageons avec les primates et les pandas nous permet d'effectuer un mouvement de pince afin d'attraper plus facilement un objet. Et si l'on ajoutait un second pouce opposable sur une main? C'est l'expérience First Hand Project menée par les neuroscientifiques de l'University College London
Ici, il n'est pas question de réparer une main où il manque un doigt, mais bien d'augmenter les possibilités d'une main normale. Contrairement au pouce naturel qui possède 2 phalanges, soit une de moins que les autres doigts, ce second pouce possède 3 phalanges. Ce pouce, sous forme de prothèse robotique, est ajouté sur la main droite du côté opposé au pouce naturel. Un petit capteur est placé sous le gros orteil du pied droit. Il transforme les pressions reçues en fermeture du doigt de la main augmentée. Suivant comment vous animez votre orteil, vous pouvez également orienter la direction du doigt. L'expérience consistait à voir comment notre cerveau allait s'y prendre pour gérer ce doigt supplémentaire. L'apprentissage de son utilisation allait-elle se faire naturellement ou bien la maîtrise se ferait-elle qu'au bout d'un entraînement fastidieux? Les volontaires devaient porter la prothèse entre 2 et 6 heures par jour dans leurs activités quotidiennes, puis faire quelques exercices en laboratoire pour en mesurer les effets sur l'activité cérébrale. Et finalement, les volontaires ont vite appris à utiliser ce nouvel outil pour seconder leurs mouvements. Et cela s'est même retranscrit lors d'IRM, où l'on voit nettement le cerveau s'adapter naturellement à l'utilisation de ce doigt supplémentaire comme s'il avait toujours été présent. L'étude a ensuite mesuré comment le cerveau se déshabituait lorsque l'on supprimait ce doigt supplémentaire. Au bout d'une semaine, le cerveau réutilisait les schémas d'avant l'expérience dans l'utilisation de ses doigts naturels. Il semblerait donc qu'utiliser des organes augmentés soit rapidement maîtrisé par le cerveau et que leur absence ensuite ne pose pas plus de problèmes que ça. En juillet 2020, le rover chinois Zhuzhong est parti en même temps de la Terre que le rover américain Perseverance et son petit hélicoptère Ingenuity. Vous pouvez d'ailleurs en savoir un petit peu plus en suivant ma fiche sur ma chronique numéro 26 ici. Alors que Perseverance a atterri sur Mars dès son arrivée à proximité de la planète rouge en février 2021, le rover chinois est resté en orbite de Mars jusqu'au 15 mai avant d'atterrir dans Utopia Planitia. Pourquoi autant de temps? Simplement pour étudier depuis l'orbite le meilleur endroit où se poser sans encombre. La Chine est la seconde nation après les États-Unis à réussir l'exploit, ne serait-ce que de se poser sans s'exploser sur le sol martien, mais en plus y déployer un robot mobile. Les Russes et les Européens ont déjà essayé d'atteindre Mars et de se poser, mais ce fut un échec à chaque tentative. Cette réussite démontre encore une fois que la Chine se rapproche du niveau technologique spatial des Américains. Cela pousse encore plus les Américains à démontrer leur capacité de retour de l'homme sur la Lune, les Chinois ayant déjà exprimé vouloir faire leur premier pas sur notre satellite naturel lors de la prochaine décennie. En attendant, la Chine fête l'exploit de l'arrivée intacte de Zhuzhong sur Mars. Samedi dernier, le rover est descendu de sa rampe et a envoyé ses premières images. Zhuzhong devrait être opérationnel pendant au moins 3 mois. Le rover utilise des panneaux solaires pour recharger ses batteries quand le rover américain utilise une sorte de pile nucléaire. Pour plus d'infos sur ces piles nucléaires, les GTR, je vous renvoie sur ma chronique numéro 28, ici dans mes fiches. Zhuzhong emporte des instruments scientifiques, dont un appareil pouvant tirer des lasers sur la roche afin d'en analyser les gaz qui s'en échappent. Celui-ci d'ailleurs est très proche du Supercam mis au point à Toulouse et qui équipe Perseverance, le rover américain. Il va pouvoir explorer la planète à raison de 10 mètres tous les 3 jours. C'est peu, mais pour une première expérience sur une planète aussi éloignée, cela reste un exploit que l'Europe ne devrait tenter de nouveau que dans 2 ans avec son premier rover Rosalind Franklin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. Si je trouve la question intéressante d'ailleurs, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!